Bonjour à tous et bienvenue pour la mise au point début d'avril. Pour commencer, on va faire comme la dernière fois et revenir un petit peu sur certaines choses qui sont passées avec mes vidéos en mars. Et contrairement à la dernière fois, il y a eu un petit peu moins de trucs qui m'ont interpellé. Faut dire que j'ai abordé des choses un petit peu moins polémiques qu'en février. Je sais pas, la balade des Dalton, ça vient juste de sortir, mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de réactions vives d'une quelconque façon par rapport à ça. Je veux dire, il y a peut-être des bonnes réactions, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui réagiront vivement à une chose que j'ai dite en particulier dans cette critique. Donc voilà, c'était un film beaucoup plus léger à traiter, hein, c'est clair et net. Donc oui, il y a quand même quelques petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir malgré tout, parce qu'il y a trois petits sujets qui m'ont un peu interpellé dans vos réactions. Et le premier, c'est tout d'abord une personne qui a réagi à mon top retour sur The Wild en disant que ceux que je présentais comme des setup payoff, il pensait que c'était du fusil de Tchekhov à la base. Et je sais que ça peut être un peu difficile de faire la distinction. Moi-même, je suis pas certain de ce que je vais vous dire à ce niveau-là, donc prenez ça avec des pincettes. Vraiment, prenez ça avec des pincettes. Mais voilà, j'aimerais un petit peu distinguer fusil de Tchekhov et setup payoff par rapport au fait qu'un fusil de Tchekhov, c'est quelque chose qui est vraiment mis en évidence. C'est-à-dire que le fusil de Tchekhov, c'est le fusil qui est mis en évidence sur le décor et ouais, il est là pour quelque chose, il est là pour une raison. Un setup payoff, c'est un élément du scénario qui peut paraître anodin ou qui peut paraître suffisant en lui-même et qui est repris plus tard pour une certaine raison. Alors, un truc précis, hein, du fusil de Tchekhov par exemple, qu'on pourrait noter, c'est dans Rebelle, que je vais pas tarder à traiter, je vous le dis. Dans Rebelle, il y a un moment donné, lorsque Mérida pose le gâteau qui est pas terminé sur la table, le gâteau magique qui est pas terminé sur la table, et qu'on fait un gros plan sur le gâteau, très certainement ça va jouer un rôle, hein. C'est pas là pour faire joli, hein. Ça va revenir dans le scénario pour quelque chose. Ça c'est un principe de fusil de Tchekhov. Voilà, le principe de setup payoff, c'est par exemple dans Retour vers le futur, et à un moment donné, nonchalamment, il y a Biff Tannen dans le deuxième film qui regarde un film de western où le cowboy utilise un truc pour réussir à battre son adversaire. Et ben ça peut paraître être juste un petit truc balancé comme ça qui sert juste à faire passer le temps, à mettre un petit peu dans l'ambiance du moment parce que c'est quelqu'un qui se prélasse dans son bain à regarder des trucs comme ça. Et ben ça, c'est pas vraiment un fusil de Tchekhov pour moi parce que c'est pas quelque chose qui nous interpelle en nous faisant dire ah ça va avoir de l'importance plus tard. Et ben quand ça a de l'importance plus tard, ça vous surprend davantage et c'est d'autant plus, c'est beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus compensatoire, ça récompense beaucoup plus qu'un fusil de Tchekhov qu'on voit venir à des kilomètres. Voilà, comme je dis, le gâteau dans Rebelle, je vois venir à des kilomètres que ça va être réutilisé. Le coup du western dans Retour à le futur 2 et 3, là, je vous cache pas que je l'ai pas vu venir. Et je pense pas une seconde que c'est... Après, peut-être que c'est moi, hein. Après, peut-être que c'est juste une interprétation personnelle, peut-être que fusil de Tchekhov et setup payoff, ça dépendra de la perception de certaines personnes, mais voilà un peu comment je définis la différence entre setup payoff et fusil de Tchekhov personnellement. Voilà, donc j'espère avoir été relativement clair. Je précise une fois de plus que je ne suis pas cinéphile, donc peut-être que je définis ça mal, c'est pas impossible. Mais voilà, pour moi, ce qu'il y a dans The Wild, ça parle plus à du setup payoff, parce que voilà, le panda et toute la gamme de jouets autour de lui, ça donne pas l'impression forcément que ça sera repris plus tard. On regarde pas ça en se disant « Ah ouais, ces jouets ils vont avoir une importance dans la suite ». C'est pas l'impression que ça a, vous voyez. C'est ce genre de choses que représente le setup payoff pour moi, et c'est pour ça que, ouais, dans The Wild, c'est du setup payoff et pas du fusil de Tchekhov. Mais à nouveau, hein, pas cinéphile, hein, on gardez bien ça en tête. Deuxième point, alors là, le point qui m'aura sans doute le plus irrité, et ça vient de quelques personnes seulement, et c'est plutôt cumulatif d'ailleurs, c'est au fil de certains commentaires que ça a commencé à s'accumuler un petit peu, et tant qu'à faire autant en parler rapidement là. Il y a une personne qui a réagi un petit peu à retardement à ma critique du roi et l'oiseau en
en étant genre la personne la plus désagréable que j'ai jamais vue, je pense, et en m'insultant de plein de choses. Mais c'est pas le principe, c'est pas l'intérêt de ça. C'est une chose qu'elle a faite, cette personne, c'est que elle a considéré que automatiquement je disais que ce film c'était de la merde. J'avais beau dire à la fin que j'arrivais pas à accrocher à l'ambiance pour certaines raisons, que pour moi ça marchait pas ci et ça, et que je reconnaissais certaines choses et que j'ai pas mis 3 sur 20 au film. Non, pour lui, pour cette personne, d'ailleurs je crois que c'est une femme, mais pour cette personne, pour elle ça voulait dire que je disais que c'était de la merde. Nuance. Et j'ai eu 2-3 autres trucs de ce genre-là, de personnes qui apparemment n'étaient pas très contents que j'adore pas une chose qu'ils adorent, et qui partaient du principe que dès lors que j'adorais pas ça, c'était plus dans le négatif qu'autre chose. Hein, alors bon, je reconnais que j'étais plus dans le négatif pour Le Roi et l'Oiseau, mais il y a une personne qui a relativement mal réagi au fait que Megara était la première de notre sondage sur les amoureuses Disney, et cette personne a dit oh mais comment peuvent-ils trouver Megara aussi géniale alors qu'à côté ils trouvent qu'Hector est inintéressant. Alors ok vieux ou vieille, je sais pas si c'est un mec ou une fille, je m'en fous, mais que tu trouves Megara sans grand intérêt toi-même, très bien. Hein, pas plus intéressante que ça, très bien, hein, c'est tes goûts, j'avais absolument aucun problème avec ça, mais à quel moment j'ai dit qu'Hector était inintéressant? Vraiment, j'ai jamais dit qu'Hector était inintéressant. Je le trouve correct, je le trouve pas aussi extraordinaire que toi et que certaines autres personnes. Apparemment, beaucoup de gens considèrent que c'est genre le nouveau grand personnage Disney. Tant mieux pour vous, je trouve que... je trouve qu'on en fait un peu des caisses sur son histoire, quoi. Son histoire est pas... est très... très romancée, beaucoup trop romancée pour que je ressente vraiment une grande connexion, quelque chose de très de super fort, contrairement à certains. Ouais, parce que voilà, c'est très romancé comme histoire quand même, et je peux pas dire que c'est mauvais, non, je trouve son histoire plutôt bien faite, c'est un personnage correct, à aucun moment j'ai dit qu'il était inintéressant, mais pour cette personne, j'ai dit qu'il était inintéressant. Voilà, il y a une personne qui m'a demandé en commentaire il y a quelques temps quels étaient mes Don Blues préférés. Moi j'avais dit que c'était Fievel et le petit dinosaure. Et cette personne, direct, réaction, pourquoi tu n'aimes pas Brisby et le secret de Nîmes? Non, j'ai pas dit que je n'aimais pas Brisby et le secret de Nîmes, j'ai juste dit que c'était pas mon Don Blues préféré. C'est tout, j'aime bien le Brisby et le secret de Nîmes. C'est ce genre de conclusion hâtive un peu dommage, je trouve, parce que ça déforme un petit peu mes propos pour les interpréter de façon un peu extrême. Et il y a des trucs comme ça que j'ai sur d'autres films, il y a des films que j'ai trouvé corrects ou bien sans plus, des gens qui prennent la mouche en réagissant comme si j'avais dit que c'était genre un mauvais film. C'est un peu le problème que j'ai avec certaines réactions un peu rapides, et ça vient un petit peu en parallèle de la mise au point que j'avais déjà faite sur la vision binaire, c'est-à-dire soit un film on l'adore, soit on le déteste, il n'y a pas d'entre-deux, c'est juste un fossé entre les deux, et pas plus loin. Ou des fois, quand on est un petit peu ouvert, on a tendance à considérer un troisième point, c'est-à-dire moyen, quoi. C'est-à-dire nul à chier, moyen, super génial, et sans nuance. Voilà, j'avais déjà parlé de ça, et j'ai le sentiment que dans certaines mentalités, dès lors que on n'est pas de son côté, c'est-à-dire du côté super génial, et ben ça veut dire qu'on est de l'autre côté. Voilà, complètement de l'autre côté, aux antipodes. Voilà, j'ai pas trouvé qu'Hector était un personnage génialissime, ben ça veut dire que je trouve inintéressant. C'est ça. J'ai pas trouvé que tel film était génial, contrairement à certains, ça veut dire que j'ai trouvé mauvais. Il y a des gens qui ont presque dit que je trouvais que Là-haut était mauvais, alors que non, je trouve que le film est correct. Si je me suis acharné sur les mauvais points, c'est parce que je trouve qu'on a très peu fait ça, à nouveau, puisqu'on a tendance à partir dans la tendance tout est génial ou tout est nul, quoi, dans un film presque. Et c'est pour ça que moi j'ai envie d'appuyer ces nuances-là, les nuances négatives que personne n'avait appuyées avant presque. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à mettre une note personnellement, parce que ça résume bien mon point de vue. Des fois, j'ai toujours l'impression de pas forcément être clair dans ce que je veux faire passer, et peut-être que j'ai l'impression de trop m'étaler sur certains points négatifs, voire positifs, et de pas forcément faire ressentir ce que j'ai vraiment pensé du film. Cette note, ça représente vraiment mon échelle de valeur que je lui donne. Très sincèrement, en prenant en compte les qualités et les défauts, et en faisant le total, globalement, voilà ce que je pense.
11,5 sur 20 pour la hausse, ça veut dire que je trouve le film correct. Ça veut aucunement dire que je trouve que le film est nul. Voilà, hein, ce genre de choses que je pourrais dire sur pas mal d'autres films. Et donc, voilà, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, c'est juste que quelques personnes ont tendance à faire ça, et essayer de garder en tête que même si j'ai tendance à être un peu vindicatif dans certaines de mes vidéos pour faire le show, et aussi parce que ça aide un petit peu à sortir ce que j'ai dans le cœur sur les points que j'aime pas, parce que ça fait toujours... C'est toujours un peu libérateur de gueuler un peu ce qu'on n'aime pas dans un film. Ça, je vous cache pas que ça libère bien. Faut pas vous dire que simplement parce que je gueule sur un truc, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'œuvre est acheté ou que c'est à chier. Et vraiment, j'ai rarement dit d'un film qu'il était à chier. J'ai dû dire ça de quoi? De The Wild peut-être, et je vois pas. Peut-être d'autres, mais vraiment c'est très très rare. Hein. C'est très très rare que j'ai dit ça. Donc ouais, c'était la deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir. Et la troisième chose, c'est par rapport au livre de la jungle, donc, puisque c'était un petit peu le mois livre de la jungle, hein, sans compter Merlin l'Enchanteur, mais bizarrement, il n'y a pas des masses de gens qui ont réagi négativement à ma comparaison avec Quentin Tarantino. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui prennent assez mal le fait que je dise que Tarantino a certains problèmes pour moi, mais je vois que les fans de Tarantino sont très ouverts, hein, et ils comprennent très bien qu'on puisse pas accrocher complètement, et c'est super cool. Voilà, sachant que j'accroche pas complètement, mais je trouve quand même que ces films sont sympas, hein, parce qu'il fait des super scènes. Vraiment, si je devais faire une liste de mes scènes préférées, tout film confondu, vous pouvez être sûr qu'il y en aura au moins une scène de Tarantino dans le top 20. Ah, vraiment, hein, il fait des scènes tellement fortes, Tarantino. C'est dommage qu'elle se goupille pas en une œuvre complète, parfaitement faite, pour moi en tout cas. Enfin bref, c'est pas sur ça que je voudrais revenir, c'est sur le fait que donc on était à fond dans le livre de la jungle ce mois-ci, et il y a des personnes qui ont insisté pour que je traite la série Souvenirs d'enfance. Je savais pas que vous étiez à fond, à ce point, dans cette série, mais bordel de merde, vous êtes à fond dans cette série, hein. Ouh, c'est une série dont j'avais pas entendu parler avant il y a genre 1 an. C'est-à-dire, ah ouais, tiens, ça existe ce truc. Et ça m'a jamais vraiment attiré sur le principe. Et je peux pas le faire pour une raison toute simple, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas accès aux épisodes. Il y a une personne qui a essayé de me donner un lien en commentaire, c'était très sympa, mais voilà, les vidéos sont bloquées. Les liens ne marchent plus. Donc non, j'ai pas accès aux épisodes. Après, j'ai trouvé une compile des premiers épisodes sur Vimeo, de qualité assez médiocre au passage, et pour ce que ça veut faire, ça le fait correctement. Après, ce que ça veut faire, je trouve pas ça très intéressant sur le principe. Le fait de suivre tous nos personnages enfants, qui ont des personnalités qui correspondent un petit peu à ce qu'ils seront plus tard. Ouais, pourquoi pas, mais pourquoi aussi, quoi. Je trouve pas ça très intéressant sur le principe, et en plus on sent que c'est juste une excuse pour balancer des aventures un peu légères, qui tourneront surtout autour des gags, et ouais, j'ai vu le début et j'ai trouvé que c'était acceptable pour ce que ça voulait faire. Mais ouais, c'est pas le genre de choses qui me hype, qui m'accroche à mon siège ou quoi que ce soit, donc voilà. Hein. Je trouve qu'il y a certaines choses intéressantes par rapport au fait notamment qu'on essaye de faire une introduction, c'est-à-dire on voit Balou, Bagheera et Mowgli dans la jungle en train de discuter, et puis à un moment donné, après une petite aventure rapide, il y a Balou qui dit « Hey, tu te souviens quand on était jeune ?» Et puis le flashback se lance, c'est mignon, hein, ça aide à introduire la chose de façon intéressante. C'est cool, après c'est pas super raccord avec ce qui se passe dans le film, parce que voilà, ils ont pas l'occasion de traîner très longtemps ensemble, Balou et Mowgli, hein. C'est le gros problème que j'ai avec le premier film par rapport à ça, quoi. On aurait pu davantage distiller le temps entre Balou et Mowgli, enfin faire passer une période de temps plus conséquente avec Balou et Mowgli, comme ça aurait rendu leur lien plus fort. Mais ouais, là, vu le peu de temps qu'ils ont l'occasion de passer ensemble dans le film, ça colle pas du tout, hein, ces introductions. Et honnêtement, le fait que tous les animaux soient amis quand ils sont petits, ça colle pas du tout avec ce que fait faire passer le film. Je suis désolé, quoi. La jungle, c'est censé être ça, la jungle, où chaque groupe pour soi, presque. Et c'est pas vraiment... Et le fait que tous soient copains quand ils étaient petits, je trouve ça... ouais. Après,
il y a peut-être moyen de faire en sorte que ça gagne en intérêt, cette série, mais ça m'étonnerait énormément. C'est-à-dire, en mettant en place ce qui fera de nos personnages ce qu'ils seront plus tard. Par exemple, il y a l'éléphant, là, il y a l'éléphant qui va devenir une espèce de chef militaire. Quand on le voit enfant, c'est pas trop l'impression qu'il donne, en tout cas au début. Mais alors peut-être qu'on pourrait mettre en place ce qui l'aura fait devenir cette espèce d'éléphant militaire plus tard, ce côté strict qui gagnera plus tard, ça pourrait être intéressant. On pourrait voir d'où vient la haine de Shere Khan pour les humains, parce que pour l'instant c'est plutôt le gamin qui veut se la péter. Oh, je suis le plus féroce de la jungle, mais il donne pas l'impression de vouloir chasser les hommes, d'être quelqu'un de super cruel comme il l'est adulte, donc... Si ça pouvait être mis en place, ça pourrait être intéressant. On pourrait faire en sorte, je sais pas, que des humains tuent ses parents, ou un truc comme ça, et puis ça justifiera un petit peu le fait qu'ils veuillent chasser les humains. Mais ça m'étonnerait que ça se passe. Je vous le cache pas, ça m'étonnerait énormément que ça se passe. Si ça le fait, bravo, hein, j'applaudis. Hein. J'applaudis la série, mais ça m'étonnerait que ça se passe. Donc ouais, c'est pas pour dire que c'est une série que je trouve mauvaise du peu que j'ai vu, à nouveau, hein, mais je suis pas super emballé. Si vous y tenez, et si jamais j'arrive à trouver les épisodes, parce qu'à nouveau je ne les trouve pas, je pourrais faire un Disney-Film de rattrapage là-dessus, hein, c'est pas impossible. Je fais des Disney-Films de rattrapage sur bien d'autres trucs, c'est prévu pour Buzz l'éclair par exemple, là c'est pas oublié, rassurez-vous. Donc ouais, ça pourra se faire un peu plus tard, hein, si vous y tenez vraiment à ce que je fasse ça, et si un de ces quatre j'arrive enfin à trouver les épisodes, mais... Ouais, pour l'instant, j'arrive pas à trouver les épisodes, donc c'est pas possible. En attendant, ça nous fait une sacrée intro pour revenir sur le mois de mars. Donc, je pense que je vais avoir le temps de faire que une petite mise au point en plus. Petite, hein, assez grosse quand même, parce que c'est un truc sur lequel j'ai envie de m'étendre un petit peu. Le principe d'aborder une suite. Vous vous souvenez bien, on a déjà parlé en mise au point, je l'ai déjà parlé, en mise au point, du principe d'aborder une adaptation, et je maintiens complètement ce que je dis, c'est-à-dire que quand on vient voir une adaptation, sa culture, ce qu'on a fait avant, ce qu'on a vu avant, c'est à prendre en compte. Si on n'a pas vu, par exemple, l'œuvre de départ d'une adaptation, et ben c'est cool, très bien, on peut la juger telle quelle, mais si on a vu l'œuvre de départ, et ben on est tout à fait en droit de juger cette œuvre en prenant en compte l'œuvre de départ. C'est cool de prendre en compte sa culture quand même, merde. Donc, suivant le même principe, je devrais avoir à peu de choses près le même point de vue par rapport aux suites, sachant qu'il y a quand même une petite nuance par rapport à ça. Je maintiens que oui, chacun est libre d'aborder un film à sa façon, avec son bagage culturel propre à lui. Quelle que soit la situation. Et donc oui, si vous regardez une suite sans avoir pris en compte les œuvres de départ, les premiers opus, tant mieux pour vous. Après, je suis sûr qu'il y a certains cas qui sont comme ça aussi. Par exemple, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû regarder Mad Max Fury Road sans avoir vu les 3 premiers films. Hein. J'en suis presque certain hein, qu'il y a une partie importante de gens qui sont juste contentés de voir le 4e film sorti récemment. Et tant mieux pour vous, et je dis ça alors que j'ai vu aucun film Mad Max. Le concept m'intéresse pas. Le concept futur post-apocalyptique, c'est pas mon genre de cadre préféré, ça. Le cadre qui me parle, futur post-apocalyptique, etc. Tout ça. Voilà, c'est pas que je trouve ça mauvais sur le principe, c'est juste que c'est pas le genre de truc qui m'attire direct. C'est pour ça que j'ai pas particulièrement envie de voir Mad Max Fury Road, ni un quelconque autre Mad Max au passage. Mais voilà, c'est histoire de dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû voir Mad Max Fury Road tout seul, sans prendre en compte les films d'avant, et c'est tout à fait légitime, hein, vous êtes tout à fait en droit de faire ça. Mais je pense quand même que davantage que les adaptations, c'est quand même assez important, le plus souvent possible, de prendre en compte les films qui ont été faits avant. Voilà, parce que, encore plus que pour une adaptation ou un remake, une suite n'existerait pas du tout si les films premiers n'avaient pas existé. L'original est la base sur laquelle la suite va se créer, et à de nombreuses reprises, une suite reposera énormément sur ce qui a été instauré avant dans le premier film. Et je parle pas bien entendu des trilogies ou plurilogies qui sont déjà construites directement, qu'on commence déjà à tourner exactement comme c'était prévu, comme je sais pas, le Seigneur des Anneaux, hein, techniquement c'est plus un grand film de 10 heures que 3 films de 3 heures, quoi, mais
Je parle plutôt des suites qui sont pensées après coup. Hein, on est d'accord qu'on parle des suites qui ont été faites majoritairement parce que le premier film a rapporté, hein, et qu'on veut un petit peu tabler là-dessus et se dire ah ça a rapporté ça, il y a moyen de poursuivre ça et de se faire un peu plus de blé là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas uniquement par rapport à ça, mais il faut pas se leurrer, hein, énormément de suites. La raison pour laquelle elles sont lancées au départ, c'est parce que le premier film a rapporté et qu'on pense que ça pourra rapporter le deuxième. Hein. Il y a très peu de films qui ont connu un succès très mitigé et qui ont eu droit à une suite seulement parce que les créateurs tenaient absolument à ce que ça marche. Malheureusement, il y a certaines suites vraiment qui sont faites sans que je comprenne pourquoi. À nouveau, Planes 2, je comprends pas comment les créateurs de ce film ont pu se dire tiens, ce truc ça rapportera forcément gros, avant même que ça sorte, on va bosser sur la suite. Je peux pas comprendre. Voilà, ça me sidère. Et après ce que j'ai compris, le prochain film Disney Toon, ce sera une sorte de pseudo-suite à Planes 2. Ça sera toujours dans le même univers que les films Planes et Cars, parce que à nouveau c'est une franchise qui ne veut pas crever, ça. Je comprendrai jamais quoi. Planes 2, à cause de Planes 2 les gars, une bonne partie des membres de votre équipe a été virée. Alors, est-ce qu'on vous force à faire ça? Est-ce que Disney Toon, vous n'êtes que des yes man qui sont forcés de faire ce qu'on leur dit et on vous a dit de faire à nouveau un truc autour de la franchise Cars, un nouveau spin-off? Je me pose la question parce que vraiment, je suis à votre place. Une partie de mes membres ont été virés à cause de Planes 2. Les gens m'ont ras le cul de la franchise. Et si Cars 3 a reçu un accueil relativement correct, faut pas se leurrer, quoi. C'est loin d'avoir autant de succès que énormément d'autres films de Pixar. Qu'est-ce que... Pourquoi? Je comprends pas. C'est juste pour les produits dérivés, c'est ça? On a fait des avions, des voitures, maintenant ça va être quoi? Des fusées, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, j'ai énormément de mal avec le concept, mais donc, ouais, la plupart du temps quand même, les suites sont faites pour besoin pécunier, à but lucratif, hein, faut dire ce qui est, et pas juste pour l'amour de l'art. Même si il y a énormément de suites, on est d'accord, qui se font pour l'amour de l'art, hein. Qui se font en grande partie pour ça, que les gens écrivent parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de bien, de fort. Il y a énormément de suites qui sont aussi bonnes, voire meilleures que l'original. Et étant donné que ces suites sont complètement faites dans l'optique de se reposer sur ce qui a été fait avant, complètement, et pas juste, tiens, on reprend le concept, on change notre sauce, mais juste, ça a été fait avant, on reprend les fondations de ça et on les poursuit, et bien pour moi c'est quand même important de connaître les fondations avant de voir comment elles sont poursuivies, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est très rare pour moi de regarder une suite sans avoir vu les films précédents avant. Pour moi c'est important de commencer par le premier, par le début, par rapport à ça, c'est quelque chose de très important. Après je suis complètement d'accord pour dire que certaines suites peuvent se détacher complètement du premier, je sais pas, Halloween 3 par exemple, ça n'a rien à voir avec avec le reste de la franchise, on est d'accord. Et d'autres cas de ce genre où ça se détache suffisamment pour qu'on puisse les voir complètement indépendamment. Mais ouais, pour moi c'est toujours important d'essayer d'apprécier une suite, pas seulement intrinsèquement en elle-même, mais par rapport à ce qu'elle apporte par rapport à avant. Est-ce qu'elle complète bien les films précédents? Est-ce qu'elle les complète mal? Des fois, une suite peut être détrimentale par rapport à l'original. Et là, j'en ai des exemples avec Disney Toon, hein. Ne serait-ce qu'avec, je sais pas moi, Pocahontas 2. Pocahontas 2, si je la regarde vraiment, ce film, tel quel, vraiment, sans prendre en compte ce qu'il y a avant, correct. Vraiment, hein, je trouve pas une seule seconde que ce soit un film affreux, pris à part. Mais voilà, je peux pas ne pas prendre en compte le premier film que j'ai bien aimé. Et la façon dont vous foutez en l'air le couple John Smith-Pocahontas pour la faire revenir avec un autre mec. Et non,
Non, déjà le concept n'est pas super jouasse, mais même si ça aurait pu être bien géré, c'est super mal géré et c'est insultant pour les personnes qui ont accroché à Pocahontas, premier du nom, grâce à leur couple. Ah, voilà, et c'est pour ça que ce film m'énerve. C'est parce que vous avez foutu en l'air un truc qui était très bien dans Pocahontas. Et problème, voilà, problème par rapport à ça. Et il y a d'autres choses à redire aussi, hein, notamment, je sais pas, La Petite Sirène 3, hein, une préquelle qui fout en l'air la personnalité de d'Ariel, qui la fait passer pour une adolescente qui ne fait que suivre ses lubies. Voilà, c'est... Pourquoi elle est tellement intéressée par le monde des hommes? Eh ben apparemment, c'est pas parce qu'elle s'y intéressait quand elle était plus jeune, hein, comme ce qu'a montré la série, non, c'est parce que ça lui est venu comme ça. Avant, elle adorait la musique, maintenant, elle s'en fout un petit peu. Enfin bon, elle aime ça, mais sans plus, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est le monde des hommes. Je voudrais partir là-bas, et c'est que maintenant que ça lui prend, quoi. C'est pas un truc qui lui est venu en tête avant, quoi que ce soit, et je suis désolé, mais ça me pose un gros problème. Parce que maintenant que je vais me revoir le premier film, je vais avoir en tête le fait que plus tard, les gens de chez Disney se sont dit ben c'est pas quelque chose qu'elle avait en tête avant. Après, bien entendu, je peux toujours profiter et apprécier le film tel quel, c'est pas un problème, mais quand même, cette suite, enfin cette préquelle me laissera toujours un sale arrière-goût parce que merde quoi. Vous foutez en l'air l'état d'esprit d'Ariel. Et j'aurais pu aussi parler du livre de la jungle 2, hein, dont j'ai parlé assez récemment, qui fout en l'air le message du premier film, je trouve, de façon insultante, je le pense sincèrement. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça et c'est pareil quoi, c'est pas juste un mauvais film en soi, parce que je trouve pas que ce soit un film très bon, mais c'est un film qui fout en l'air le premier, et c'est très important. Ça me fait penser à un parallèle très intelligent que Hal de ces dessins animés-là a fait autour de, il me semble que c'était Code Lyoko Evolution, par rapport à comment on pourrait envisager ça, c'est-à-dire oui, on pourrait pas prendre en compte cette suite si on la trouve mauvaise, mais il a fait une illustration très intelligente là-dessus, en disant, ok, alors imaginez-vous un tableau, très joli, bien fait, on peut vraiment s'imaginer quelque chose de très fort autour de ce tableau, mais tout d'un coup, il y a une petite partie qui est rajoutée à ce tableau-là et qui change complètement la signification, qui rend le tout beaucoup moins bon. On peut très bien cacher cette nouvelle partie qui a été créée, mais n'empêche que elle sera là. Elle existe maintenant. Et on pourra pas l'oublier ça. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé cette espèce de parallèle d'illustration qu'il a faite pour dire qu'une suite peut vous gâcher le plaisir, une mauvaise suite à une œuvre quelconque peut vous gâcher le plaisir de cette œuvre de départ. Des fois, ça peut être l'inverse, hein. Comme j'en ai déjà parlé, mais Cendrillon 3, non seulement c'est un très bon prolongement, je trouve, un prolongement intéressant, pas forcément automatique auquel on penserait de Cendrillon premier du nom, mais en plus ça me fait vraiment, j'en ai déjà parlé, considérer Cendrillon d'une façon différente. Le premier film Cendrillon, je vous le cache pas, avant d'avoir vu Cendrillon 3, passé sans plus. Vraiment, c'est ce genre de film qui me laisse sans aucune marque, qui me marque pas plus que ça, tout simplement. Et grâce à Cendrillon 3, la façon dont on développe davantage ces personnages et le fait que ces espèces de personnalités qu'on leur crée, notamment au prince, en montrant que oui, ils sont comme ça si on en apprend à les connaître un peu plus, si on les fait travailler encore un peu plus que ça pour leur bonheur, ça montre davantage leur personnalité forte, et ben je trouve que ça se ressent davantage. Ça peut se ressentir un petit peu cette espèce de début de personnalité dans Cendrillon 1, ce qui fait que oui, je préfère davantage Cendrillon 1 maintenant que je connais Cendrillon 3. Vraiment. Voilà, et d'ailleurs, tant qu'on en a parlé de Cendrillon 2, c'est le genre typique de suite mauvaise, parce que c'est un film de merde pour moi, qui laisse aucun impact. Ce qui fait que oui, même si je trouve que techniquement Cendrillon 2 est pire que j'en sais rien, moi, Pocahontas 2, vraiment, Pocahontas 2 est bien meilleur que Cendrillon 2, hein, vraiment, mais j'ai un peu moins de ressentiment envers Cendrillon 2 parce que c'est juste un suivi de l'histoire écervelé, sans intérêt, qui ne dénature pas particulièrement l'histoire de départ. Donc,
c'est une suite vite chiée, vite oubliée, quoi. Contrairement à Pocahontas 2 où ça fout en l'air l'histoire du premier film. Donc voilà, c'est très important ça. D'ailleurs, puisqu'on parle de Cendrillon 2, je peux comprendre facilement les gens qui auraient du mal avec Cendrillon 3 s'ils aiment Cendrillon 2. Parce que voilà, Cendrillon 3, ça fout un petit peu en l'air une quelconque continuité avec Cendrillon 2 dès lors qu'on y réfléchit, et donc je peux tout à fait comprendre qu'on ait du mal avec Cendrillon 3 si on aime Cendrillon 2. Par contre, je peux pas trop comprendre pourquoi on aimerait Cendrillon 2 techniquement à la base, mais je pourrais comprendre, en partant du principe qu'on aime Cendrillon 2, qu'on puisse ne pas trop apprécier Cendrillon 3 à cause de ça. Par exemple. Voilà. Donc... ouais, bah, c'est plusieurs façons de voir une suite d'un film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte en plus, est-ce que ça détériore le film de départ, est-ce que ça améliore le film de départ. Bon, c'est assez rare que ça améliore un film de départ, hein. À niveau Cendrillon 3, c'est un cas très, très particulier, mais est-ce que ça le complète bien? Et des fois, ça complète super bien, et des fois, non. Et quand ça complète mal, quand ça ne respecte pas ce qui a été mis en place dans certains cas, et ben ça peut être très frustrant, beaucoup plus frustrant qu'un mauvais film tout court, indépendamment. Parce que voilà, ça c'est le suivi d'une franchise qui nous a marqué au début. Et voilà, c'est quand on voit vers où ça a amené, et ben on se dit, gâchis. Du vrai gâchis, il fallait pas aller jusque-là, ou partir sur autre chose. Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que l'impact d'une mauvaise suite, qu'une mauvaise suite peut avoir sur nous, dépend un petit peu de qui est à la barre. Parce que voilà, j'ai parlé des suites Disney Toon, mais on est bien d'accord que c'est pas les mêmes studios que Disney Animation Studios, c'est pas les mêmes créateurs, etc. Donc ouais, ça rend plus facile le fait de détacher ces suites de l'œuvre originale. Et par exemple, je sais pas, moi j'en ai parlé d'Halloween 3, mais je suis pas particulièrement fan des films Halloween. À nouveau, je parle d'exemples dont j'ai entendu parler, mais sur lesquels je suis pas particulièrement... je ne suis pas particulièrement pris personnellement. Je sais que les deux premiers Halloween sont faits par John Carpenter, et je sais que les suites, non. Donc, je peux tout à fait comprendre que vous ayez plus de facilité avec Halloween 3, etc., à complètement détacher ces films de vos deux films de départ, et juste considérer ces deux films-là que vous trouvez géniaux. Pas personnellement, pas moi personnellement, mais que vous pouvez trouver les films de Carpenter géniaux à ce niveau-là. Je comprendrais aisément que vous ne teniez pas rigueur des suites par rapport à ça, même si vous les avez vues et que vous les avez trouvées mauvaises. Par contre, alors un exemple que j'ai bien aimé de la part du Nostalgia Critique, il a parlé à un moment donné de La Légende de Zorro, le deuxième film Zorro avec Antonio Banderas, en disant qu'il avait adoré le premier et qu'il trouvait que cette suite était complètement une insulte à ce que représentait le premier, et mauvais en soi, mais vraiment ça reprenait très mal ce que le premier avait instauré en termes de ton surtout. Et ouais, je peux tout à fait comprendre que ça l'exaspère particulièrement, parce que ce film-là, c'est pas juste une mauvaise suite, mais c'est une mauvaise suite faite par les mêmes personnes, avec les mêmes acteurs, le même réalisateur, quasiment la même équipe, quoi. Et ouais, ça n'a pas le même impact que si ça avait été fait par d'autres gens qui voulaient juste tabler sur la popularité du premier film. Il y a ça à prendre en compte, c'est un détail important aussi. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte en dehors de la qualité intrinsèque pour juger une suite pour moi. Et même si, je le redis, je trouve ça tout à fait acceptable, hein, de juger une suite toute seule si on s'en sent, si on n'a pas envie de voir le premier opus, pour moi, c'est très très important. La plupart du temps, quasi automatiquement, quand je regarde une suite, de la juger par rapport au film précédent. Voilà, parce que voilà, ça se repose sur des fondations, et ces fondations-là, il faut les prendre en compte, pour moi. C'est pour ça que, oui, juger une suite, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte qu'un film à part. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. J'espère que ce mois d'avril vous plaira en termes de Disneyfield. Il y en a une à la fin, celle de Rebelle. Je sens qu'elle va être... Elle va aller loin. J'ai fait que voir le film pour l'instant, mais je sens, enfin revoir le film, mais je sens que cette critique va durer un petit moment et risque de me faire partir sur certains écarts. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Au revoir.